Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous inviter à choisir résolument et courageusement la solution de la non-violence. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 35. Et je me trouve à peu près au même endroit que l'endroit où j'avais tourné la conversation du lundi numéro 33. Vous vous en souvenez probablement puisque vous avez été plus de 3 millions à visionner cette vidéo qui, depuis lors, a été supprimée de toutes les pages Facebook où vous l'aviez republiée, de ma page YouTube évidemment. Et je trouvais que symboliquement, c'était intéressant que je revienne pratiquement au même endroit que l'endroit où j'avais tourné cette vidéo pour vous partager une réflexion qui me paraît essentielle dans le climat dans lequel nous vivons actuellement, parce que ce que nous vivons actuellement, et je ne parle pas de moi ici, je parle de ce que chacun de nous est en train de vivre, nous inciterait peut-être à des réactions de violence, parce que c'est vrai que nous sommes entrés dans une ère où le pouvoir en place manifeste de semaine en semaine de plus en plus de violence à notre égard, et pas seulement une violence, je dirais, au niveau de toutes les amendes, de toutes les poursuites qui sont mises en œuvre, soi-disant pour protéger la population d'un virus qui, je le répète encore une fois, ne fait pas plus de morts et fait peut-être moins de morts que les virus des années précédentes, surtout que je ne crois même pas au fait que le virus soit la cause du décès de certaines personnes ou la cause de la maladie. Je dirais que le virus intervient chaque fois que le corps est en déséquilibre, et d'ailleurs les statistiques sont là pour le prouver, puisque nous savons aujourd'hui que l'immense majorité de ceux qui sont atteints de cette maladie, de ces difficultés respiratoires, de ces difficultés pneumopathiques, ce sont des gens qui soit avaient déjà 1, 2, 3 ou plus de maladies, qui avaient une moyenne d'âge de 80 ans, ou des personnes qui souffraient d'une obésité importante. Donc en fait, quand vous retirez toutes les personnes obèses et toutes les personnes aux alentours de 80 ans, eh bien, vous vous rendez compte que ce coronavirus ne s'occupe pas du tout et ne se préoccupe pas du tout de votre, je dirais, de votre organisme, tout simplement, et je le répète encore, mais j'aurai l'occasion d'inviter des spécialistes qui vous en parleront beaucoup mieux que moi. Pour moi, le virus est un agent qui intervient pour aider le corps à se rééquilibrer. Le problème, c'est que quand un corps est beaucoup trop loin dans son déséquilibre, eh bien, le virus va tenter de faire quelque chose pour rééquilibrer la physiologie et l'homéostasie du corps, mais finalement, on pourrait dire, de façon un peu caricaturale, que les personnes vont mourir de leur processus de rééquilibrage parce que ce processus est beaucoup trop important à mener pour ramener un équilibre. Donc, en fait, je dirais que le virus agit comme un agent nettoyeur des organismes qui sont trop en déséquilibre. Bien, mais ça, j'aurai l'occasion de développer cela dans d'autres vidéos. Je reviens à cette notion de violence parce que pour moi, il y a effectivement une violence policière qui est de plus en plus insupportable. Il y a une violence de par la situation de confinement. Il y a une violence sur le plan économique. Je pense que vous ne vous êtes pas encore totalement rendu compte de la facture qui va nous être présentée, parce que pour l'instant, on nous propose des milliards d'euros, des milliards de dollars pour venir en aide à toutes ces maléreuse situation d'empêchement de travailler, mais en réalité, je remets encore une fois en question la décision qui a été prise d'arrêter toute l'économie de nos pays pour nous protéger d'une menace qui n'est pas une menace pour toute personne qui est en équilibre au niveau de sa santé. Donc en fait, c'est, et plusieurs spécialistes qualifient cela, de
du plus grand hold-up de l'histoire de l'humanité. Bon, alors, c'est un peu exagéré dans le sens où des hold-up, il y en a déjà eu au moment des colonies, il y en a eu vis-à-vis du sud-est asiatique, il y en a eu à l'égard de l'Amérique latine. Je ne vais pas développer non plus ce sujet et j'aurai l'occasion d'inviter une autre personne que j'aimerais faire parler uniquement sur cet aspect du hold-up financier. Et maintenant, nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de subir le sort que les populations africaines, sud-est asiatiques, latino-américaines ont subi avant nous. Donc en fait, on est en train de nous déposséder complètement avec notre complicité, avec notre assentiment. C'est-à-dire que pratiquement personne d'entre nous n'a contesté le fait qu'on nous demande du jour au lendemain de fermer nos entreprises, de fermer nos restaurants, de fermer nos cafés, etc. Donc si ça, ce n'est pas une violence. Alors c'est une violence qui n'a pas provoqué des manifestations extrêmement violentes pour l'instant parce que le gouvernement, dans sa grande générosité, nous a promis que nous aurions des indemnités, aussi bien pour les petites, les moyennes entreprises, pour les personnes qui ont perdu des revenus. Eh bien, on nous promet 2000 € ou 2000 $ tous les mois pendant plusieurs mois. Mais on occulte plusieurs choses. On occulte d'abord le fait que cet argent qui a été créé de toutes pièces ex nihilo est un argent fictif, mais c'est un argent qui va par contre générer une facture où il y aura des intérêts à payer pour les pays. Donc les 300 milliards d'euros qui sont tout à coup sortis de nulle part vont devoir être remboursés. Et remboursés par qui? Eh bien, par vous et par moi. Donc, il y a une violence sur le plan économique, il y a aussi une violence au niveau de de l'information, puisque les médias nous ont harcelés pendant des mois maintenant en nous égrenant heure après heure le nombre de cas positifs et le nombre de morts pour un nombre finalement qui ne dépasse pas la mortalité habituelle que nous connaissons dans nos pays. Bien. J'aurai l'occasion aussi de revenir sur les statistiques parce que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Il y a une violence aussi au niveau de la censure. Vous vous rendez compte que ce sont toujours les mêmes personnes que l'on entend dans les médias dominants. Ce sont toujours les mêmes personnes qui tiennent toujours les mêmes discours. Et des journalistes qui ne font absolument pas leur travail d'investigation, leur travail d'analyse, leur travail de prendre du recul pour comprendre le sens des événements. Et finalement, ceux qui font le meilleur travail d'investigation et de journalisme, ce sont des lanceurs d'alerte comme Silvano Trotta, comme Thierry Casanova, comme Philippe Gendroc, comme Tal Schaller et beaucoup d'autres qui font un véritable, Michel Collomb aussi, le journaliste belge. Ce sont toutes des personnes qui font un travail d'investigation remarquable. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne se trompe pas de temps en temps quand on vous donne des informations, mais au moins on essaye de jouer un rôle de contrepoids pour vous donner une autre perspective par rapport à la réalité de ce que nous sommes en train de vivre pour l'instant. Et lorsque je vois que la vidéo numéro 33, qui a été vue donc plus de 3 millions de fois sur les réseaux sociaux, a été supprimée de façon extrêmement violente, sans aucune sommation, sans aucune possibilité même je dirais, de contester la décision qui a été prise de façon unilatérale. Alors j'avais quand même, alors ça c'est juste pour la rigolade, mais j'avais quand même un formulaire qui me permettait de contester les 6 pages d'objections qui avaient été faites par l'agence France Presse, ou en tout cas un debunker ou un fact-checker de l'agence France Presse. Et donc, j'étais très content de pouvoir cliquer sur le formulaire proposé par YouTube pour avancer mes propres arguments et pour contester la décision unilatérale. Eh bien, tenez-vous bien, j'ai eu la possibilité d'écrire 200 caractères, pas 200 mots là, 200 caractères. Vous voyez à l'écran la capture d'écran du message que j'ai envoyé à YouTube. C'est la seule chose que j'ai pu dire. Donc j'avais 200 caractères pour me défendre par rapport à une argumentation qui faisait 6 pages. Bien.
Donc là, c'est une violence. Alors, c'est là où je veux en venir, en commençant par vous partager d'abord l'extrait d'un film qui m'a beaucoup bouleversé lorsque je l'ai vu. C'est un film assez ancien maintenant. C'est le film qui retrace la vie et l'œuvre de Gandhi. Alors, on peut critiquer tant qu'on veut je dirais la stratégie que Gandhi a mise en place. On peut critiquer certaines incohérences qu'il a eues en tant qu'être humain. On peut critiquer les concessions qu'il a dû faire à un moment donné ou les jeux de pouvoir dans lesquels il a été. Mais je dirais que celui qui est parfait, qu'il lui lance la première pierre parce que même s'il était imparfait, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose qui a en tout cas permis l'Inde de sortir de l'emprise de l'Empire britannique. Et j'avais envie de vous partager ce court extrait du film Gandhi et puis je vous en ferai les commentaires après puisque cet extrait va illustrer ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Alors, je ne vous cache pas que quand j'ai revu cet extrait pour l'enregistrer, pour le capter et pour vous le partager, j'ai été ému aux larmes. Pourtant, c'est un extrait que je connais par cœur, que j'ai vu des dizaines de fois, mais j'ai été très très ému de voir ce choix résolu de la non-violence. Et ce que j'avais envie de vous partager, c'est que nous allons probablement être tentés lorsque nous serons autorisés à sortir, nous allons peut-être être tentés de rejoindre des mouvements qui probablement vont très vite tourner à la violence. Parce qu'effectivement, nous avons subi une violence extrêmement injuste basée sur des mensonges de A à Z, avec des gens qui ont pris des décisions basées sur des comités scientifiques qui étaient complètement perclus de conflits d'intérêts. Donc effectivement, on pourrait dire c'est compréhensible que nous entrions dans la violence. Et là, je voudrais vraiment vous inviter à résister à cette tentation de la violence comme moi-même, je résiste à la tentation de violence à l'égard de ceux qui me censurent. Ma posture intellectuelle a toujours été de bénir mes ennemis. D'ailleurs, j'avais sorti dans les années 2015-2016 une vidéo où j'invitais à bénir nos ennemis parce que j'ai toujours considéré dans ma vie, et ça fait très très longtemps que je suis harcelé, je dirais, par les représentants du pouvoir, et pourtant je ne me suis jamais senti victime parce que lorsque je suis attaqué par des moyens qui sont parfois extrêmement pernicieux, je regarde toujours
ce que mon ennemi, ce que mon adversaire peut m'apporter pour me faire grandir en conscience, en amour, en compétence. Et sans entrer dans le détail, je voudrais reprendre les arguments qui ont été avancés pour affirmer que ma vidéo numéro 33 contenait un certain nombre d'erreurs et d'inexactitudes. Il y avait essentiellement 5 arguments et je les ai lus attentivement, ces arguments. J'aurai l'occasion de revenir sur ces arguments dans d'autres vidéos, mais simplement, ma posture intellectuelle, ça a été de dire « Ah oui, tiens, là, j'ai manqué de précision. Tiens, là, j'ai fait une interprétation à partir de faits qui étaient réels, qui étaient documentés. Donc là, je peux prouver tout ce que j'ai affirmé dans cette vidéo numéro 33. Donc à ce niveau-là, je n'ai rien à me reprocher. Par contre, je peux me reprocher d'avoir, pour 2 des 5 points en tout cas, fait des interprétations d'une possibilité de scénario qui pourrait se baser à partir des faits que je vous avais présentés. Voyez? Et donc, moi aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour ces fact-checkers, même s'ils sont malhonnêtes, même s'ils ont été prendre 5 éléments de détail qui, à mon avis, n'enlèvent rien à tout le discours que je vous ai tenu pendant 45 minutes. Mais je me dis, waouh, eh bien, une prochaine fois, quand j'affirme des choses, eh bien, je vais être encore plus prudent dans ma façon de présenter les choses. Et dans ce sens-là, mon adversaire est en train de me rendre meilleur encore en tant que lanceur d'alerte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là où je ne me sens pas du tout victime de la censure ni du harcèlement dont je fais l'objet actuellement. Je dirais qu'il y a un autre élément qui me paraît très intéressant, et donc vous pouvez transposer ça évidemment à votre propre vie. Je ne vous donne pas cet exemple juste pour parler de moi, je vous donne cela pour vous inspirer et pour que vous vous posiez la question en quoi cette violence que je suis en train de subir sur le plan médiatique, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, en quoi est-ce que ça peut me rendre plus fort? En quoi est-ce que ça peut me rendre plus grand? En quoi est-ce que ça peut me rendre plus conscient? En quoi est-ce que ça peut me rendre plus respectueux? Puisque l'autre élément dont je vais tirer profit dans cette censure de la part de YouTube et Facebook, c'est que ça m'a donné des nouvelles idées de vidéos à mettre en ligne, vous voyez. Donc ça a stimulé ma créativité depuis que j'ai appris que j'étais censuré. Et d'ailleurs, j'ai publié le samedi 25 avril 2 premières vidéos d'une série que j'ai appelée la série Corona Gates. Alors, c'est un jeu de mots puisqu'il y a eu le Watergate, il y a eu le Pizzagate. Alors, le Pizzagate, peut-être que la plupart d'entre vous, vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est la dénonciation des réseaux pédocriminels qui, je dirais, gangrènent toute l'élite mondiale. Mais bon, ça, j'aurai l'occasion peut-être d'en parler un jour. Et je me suis dit, mais ça pourrait être le Coronagate. Il y a eu le Panama... Ah non, il y avait les Panama Papers. C'est pas la même chose, mais on aurait pu dire le Panama Gate. Donc ici, j'ai inauguré une série de vidéos qui va s'intituler le Corona Gates. Mais j'ai rajouté un S parce que il y a quelqu'un qui s'appelle Bill et dont le nom de famille me faisait penser à Gate. Alors voilà, c'est un petit clin d'œil comme ça en passant pour notre Bill Gates mondial, qui a été présenté dans un article dernièrement comme le médecin du monde, figurez-vous. Hein, je ne savais pas qu'on pouvait obtenir le titre de médecin du monde sans jamais avoir fait d'études de médecine. Eh bien voilà, j'ai appris quelque chose. Donc vous voyez que finalement, moi j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de ce qui m'arrive parce que ça me rend plus fort, hein, comme disait Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Eh bien, c'est un peu la même chose. Tant qu'on ne me tue pas, eh bien, je serai de plus en plus fort, de plus en plus centré, de plus en plus dans la gratitude de ce que ces épreuves me font vivre. Bien, maintenant, la non-violence.
La non-violence, pourquoi est-ce que je vous encourage vraiment et je vous supplie de ne pas tomber dans le piège de la violence lorsque vous serez déconfiné, lorsque vous serez invité à manifester? C'est parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo numéro 33, dans la 34 aussi, le pouvoir en place n'attend que cela. Ils n'attendent que ça, de pouvoir se mettre à la bastonnade. Je vous l'ai dit, des gilets pare-balles ont été achetés, des armes anti-émeutes ont été achetées, des gaz lacrymogènes ont été achetés, des drones ont été achetés. Donc tout cela, ça fait partie maintenant de l'arsenal, aussi bien au Canada, aux États-Unis, en France et peut-être dans d'autres pays. Mais là, je n'ai pas les informations, donc je ne vais pas le dire parce que sinon, on va encore me dire « mais cite tes sources, s'il te plaît Jean-Jacques ». Donc, mais ce que je sais en tout cas, c'est que le pouvoir en place vous attend au tournant, nous attend au tournant pour nous provoquer à la violence, pour, je dirais, massacrer cette violence et pour, je dirais, faire taire ces manifestations dans le sang, dans une violence extrêmement grande et pour pouvoir éventuellement même décréter un état d'urgence qui serait encore bien plus contraignant que ce que nous avons connu ces 2 derniers mois-ci. Hein? Donc là, on serait dans l'instauration carrément d'une loi martiale qui serait encore plus, je dirais, contraignante que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Donc, de grâce, rien que pour ça, en termes de stratégie, ne tombez pas, s'il vous plaît, dans la violence. Je sais qu'il y aura des débordements de violence, mais ne participez pas à cela. En plus, vous risquez vos vies inutilement. Ce n'est pas à ce niveau-là que nous allons rétablir, et ce n'est pas comme ça que nous allons rétablir un état de droit qui respectera davantage nos libertés individuelles. Et j'en veux pour preuve une étude qui a été menée par 2 chercheuses américaines, 2 brillantes chercheuses américaines qui s'appellent Erika Chenoweth et Maria Stephan. Et elles ont publié un livre remarquable qui s'intitule « Why Civil Resistance Works », ce qui veut dire « Pourquoi la résistance civile marche ». Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et donc ouvrez bien vos oreilles parce que j'ai au moins 3 raisons supplémentaires à vous donner, à vous partager pour vous encourager à la non-violence. Première raison qui sort de cette étude où elles ont examiné tous les conflits qu'elles ont pu trouver entre 1900 et 2006. Et ça représente 323 conflits au total qu'elles ont analysés attentivement. Alors, le premier résultat de cette enquête extrêmement vaste et extrêmement minutieuse, c'est qu'elles se sont rendues compte que les campagnes de résistance non violentes sont presque 2 fois plus susceptibles de réussir totalement ou en partie que la résistance violente. Et donc, elle donne même des chiffres, c'est que si vous prenez les armes, vous aurez seulement 26% de chances de réussir. Et si vous mettez en œuvre les principes de la non-violence, de la résistance non-violence, vous avez 53% de chances de voir votre action réussir. Donc ça, déjà, c'est extraordinairement encourageant pour choisir, je dirais, la voie de la non-violence plutôt que de la voie de la violence. C'est tout simplement une question d'efficacité. Alors, vous voyez quand même, on n'a que 53% de réussite sur 100, ça veut dire qu'il y a quand même encore 47% d'échecs. Mais n'empêche que vous doublez vos chances de réussir par la voie non violente. Deuxième chose, deuxième argument qui sort de ce livre, c'est que les mouvements armés mobilisent beaucoup moins de personnes que les mouvements non violents. C'est-à-dire qu'elles ont vu qu'en moyenne, dans ces 323 mouvements de rébellion ou de révolution qu'elles ont analysés, les mouvements armés mobilisaient en général une moyenne de 50 000 personnes. 50 000 personnes à l'échelle d'un pays, c'est vraiment rien du tout. Par contre,
les mouvements qui proposent de s'amuser, qui proposent d'être créatifs, qui proposent de mobiliser l'espoir pour écraser la peur, les mouvements non violents, les mouvements familiaux, les mouvements festifs, eh bien, mobilisent un nombre énorme de participants et très souvent plusieurs millions de personnes qui vont rejoindre ce mouvement. Donc je dirais que, et là je m'adresse aussi à travers cette vidéo, et de grâce, merci de partager cette vidéo le plus largement possible, parce que je voudrais vraiment qu'on réussisse à rétablir les droits fondamentaux de chaque être humain sur cette terre, parce que pour l'instant ces droits sont extrêmement bafoués et sont bafoués de façon très violente, mais ce n'est pas pour ça qu'on va tomber dans la violence. Donc merci de partager cette vidéo et merci de la partager à tous les leaders d'opinion en insistant personnellement pour qu'ils entendent ce que je suis en train de dire, surtout que ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ces deux chercheuses américaines qui ont fait ce travail d'aller chercher des faits prouvés qui attestent sans le moindre doute que la non-violence est beaucoup plus préférable et est beaucoup plus efficace que n'importe quelle autre solution pour rétablir un semblant de démocratie. D'accord? Bien. Donc, ça, c'est la deuxième chose, et j'espère vraiment que beaucoup de militants prendront contact avec moi. Troisième argument en faveur de la non-violence, et je pense que c'est le meilleur argument, c'est le plus important, c'est les pays qui ont connu une résistance non violente et qui donc ont réussi leur action. Donc on parle là des 53% de réussite de ces actions non violentes. Eh bien, sur ces réussites, eh bien, on se rend compte que ces actions de résistance non violente ont 40% de chances de rester des démocraties 5 ans après le conflit. Donc ça veut dire que lorsque un mouvement de résistance et de désobéissance civile non violente réussit, eh bien dans 40% des cas de cette réussite, on a la garantie qu'on a une démocratie jusque 5 ans après. Bon, elles ont arrêté leurs mesures après 5 ans, mais ça veut dire qu'au minimum, on a une démocratie qui est en place pour au minimum 5 ans. Alors que les pays qui choisissent la voie de la violence ont moins de 5% de chances de devenir des démocraties stables et en état de fonctionnement. Vous vous rendez compte? 5% de chances d'être des démocraties. Ça veut dire en clair qu'on ne crée pas une démocratie, on ne crée pas une communauté démocratique, respectueuse des droits fondamentaux des êtres humains par la violence. Pour moi, ça, c'est un argument que tout le monde devrait entendre, y compris les mouvements d'extrême droite, d'extrême gauche, qui veulent en découdre avec les gens du gouvernement. Moi, je préfère infiniment les actions juridiques qui sont en train de se préparer pour effectivement poursuivre en justice toutes ces personnes qui ont pris des décisions qui étaient basées sur des comités scientifiques qui étaient, je le répète, perclus de conflits d'intérêts et qui donc ont pris des décisions qui étaient beaucoup plus favorables aux compagnies pharmaceutiques et qui étaient favorables aux centaines de milliers d'euros qu'ils avaient reçus pour pouvoir faire une propagande pro-vaccinale ou pro-antivirale, plutôt que de foutre la paix aux médecins qui avaient trouvé des remèdes qui fonctionnaient dans le cadre de la lutte contre cette maladie actuelle. Donc, je crois que là, on a raison de poursuivre très sévèrement toutes ces personnes qui se sont rendues coupables de la mort de milliers de personnes dans le paysage que nous connaissons. Et je terminerai d'ailleurs mon intervention en donnant une citation de Martin Luther King, qui est une de mes figures d'inspiration, évidemment. Gandhi, Martin Luther King sont pour moi deux figures d'inspiration depuis toujours. Je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas que je me suis déclaré objecteur de conscience à l'âge de 19 ans et donc j'ai accepté de faire un service civil d'une durée double du service militaire parce que pour moi c'était inconcevable
de me mettre dans une position où un jour je devrais porter des armes et retourner cette arme contre un autre représentant de l'espèce humaine. Donc pour moi c'était inimaginable, et même si j'ai payé le prix de cette punition qu'on imposait aux objecteurs de conscience de faire un service civil qui était le double de la durée d'un service militaire, eh bien je n'ai jamais regretté mon choix. Et donc j'ai toujours eu cette posture de non-violence, j'ai 59 ans et je continue, donc 40 ans plus tard, je continue à avoir ce choix de la non-violence. Et Martin Luther King disait ceci: il y a plus de pouvoir dans des masses socialement organisées, dans une marche, qu'il n'y a dans les armes aux mains de quelques hommes désespérés. Nos ennemis préféreraient avoir affaire à un groupe armé plutôt qu'à une énorme masse de gens désarmés mais résolus. C'est exactement ça que je voulais illustrer lorsque je vous ai montré tout à l'heure l'extrait du film Gandhi. Vous avez vu cette multitude d'hommes qui étaient non armés mais qui étaient résolus. C'est sûr qu'il a fallu énormément de courage pour garder cette posture de non-violence malgré l'extrême violence des représentants de l'Empire britannique. Mais comme le dit le commentaire du journaliste qui a été témoin de cette scène, ce soir, l'Empire britannique est à genoux et a perdu la bataille. Et c'est là que je terminerai mon intervention d'aujourd'hui. Il ne faut pas confondre la colère et la haine. Je suis en colère. Et c'est cette colère qui me fait agir comme j'agis actuellement. Mais cette colère, je veille à ne pas la projeter et à la transformer en haine ou en violence. Vous voyez la différence? Mais cette colère, c'est elle qui me permet de rester debout. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui dans ce lieu qui a vu naître et qui voit mourir la vidéo numéro 33, mais ce n'est pas grave. Je vais republier les mêmes propos d'une autre façon et en étant encore plus impeccable et encore plus inattaquable sur le contenu des propos. Et si par malheur ou si par bonheur ma chaîne YouTube devait être complètement supprimée, eh bien vous aurez toujours la possibilité de me rejoindre sur ma chaîne privée. Donc prenez note dès à présent de l'URL de ma chaîne privée, qui est une chaîne entièrement gratuite, qui a déjà accueilli plus de 50 000 personnes. Donc nous allons continuer le travail d'information sur la chaîne privée si YouTube me vire définitivement. Prenez note aussi du fait que chaque vidéo que je publie maintenant sur YouTube, vous pouvez la télécharger dans un dossier Dropbox en suivant le lien que je vous donne sous la vidéo, pour que vous puissiez la republier. Donc je ne vous demande pas de partager cette vidéo YouTube, parce qu'évidemment, si elle est supprimée, le partage, il ne fonctionne plus non plus. Donc je vous demande de télécharger, en utilisant le lien de téléchargement, de télécharger la vidéo que je mets à votre disposition et de la publier sur votre propre chaîne YouTube, sur votre propre page Facebook. Et en faisant comme cela, en tant que citoyen, vous contribuez à un mouvement de désobéissance citoyen et non violent. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dans plein d'autres rendez-vous cette semaine, puisqu'il y aura d'autres vidéos du Corona Gates, et il y a aussi plusieurs interviews que je suis en train de réaliser avec différents invités qui vous parleront chaque fois d'un sujet bien particulier autour de ce coronavirus. Donc nous avons des heures et des heures de plaisir à passer ensemble dans les prochains jours grâce à cette pseudo-pandémie de coronavirus. À très bientôt.